Bonjour à tous et ravi de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Côté météo, Evelyne Delia nous annonce enfin des éclaircies au nord, mais avec des brouillards persistants. Des éclaircies aussi près de la Méditerranée, près des Pyrénées. Il y aura quand même encore de la pluie et de la neige en montagne, des Cévennes aux Alpes et à la Corse. Les températures, pas plus de 0 à 3 degrés de la Lorraine à l'Alsace. Il fera 6 à Grenoble, 9 à Brest et Agen et jusqu'à 15 en Corse. Avant d'en venir à l'actualité du jour, et parce qu'il y a un lien avec la météo, avec le froid, avez-vous remarqué qu'on attrape davantage d'électricité statique en hiver, quand les cheveux se hérissent ou que l'on prend un petit coup de jus en s'embrassant? Cela nous arrive à tous. Comment l'expliquer, comment l'éviter? Près de Toulouse, pour nous, Stécie Petit et Marie Hollander. La décharge électrique peut être irritante de bon matin, comme la lévitation de vos cheveux. Vous avez vous aussi constaté le retour ces dernières semaines de l'électricité statique. Plus en hiver parce qu'avec les écharpes et les pulls plus. En été, non, je ne fais pas forcément la réflexion. Au travail, surtout quand on dit bonjour aux gens, moi ça m'arrive beaucoup. Et du coup, je dis plus bonjour. Un petit coup de jus au contact d'une personne ou d'un objet qui prend une toute autre forme sur vos cheveux. Ça explose. Alors Exactement. Et si vous enlevez le bonnet, est-ce que les cheveux restent accrochés? Je crois pas, non. On peut faire un test? Il n'y en a plus. Nous avons même fait le test avec un ballon. Les cheveux, enfin nous on réagit très bien, oui. Les cheveux, c'est sa spécialité. Et avec la chute des températures, il s'en mêle dans son salon. Alors cette coiffeuse a une astuce. On conseille aux clients d'utiliser plutôt une brosse à poils de sanglier. Mais comment ces charges électriques se forment-elles? Lors d'un frottement entre deux matières, les particules présentes sur notre corps ou un objet peuvent passer de l'un à l'autre. Et c'est leur accumulation qui crée de l'électricité statique. Je vais venir arracher des électrons qui vont passer de mon pull sur mon ballon. Si je viens poser ensuite mon ballon, par exemple, au-dessus de mes cheveux ou sur un mur, la matière va se déplacer et va essayer de se rejoindre. L'hiver, l'accumulation des couches de vêtements que l'on porte et le temps sec favorise l'électricité statique. Alors pour la limiter, vous pouvez humidifier l'air avec des plantes, aérer pour le renouveler. Et dernière petite astuce pour éviter les décharges, vous n'avez qu'à vaporiser vos vêtements avec de la laque. Dans l'actualité, cette frayeur dans le ciel près de Paris, 2 jeunes pilotes dans des petits avions de tourisme se sont perdus hier à cause du brouillard et c'est l'armée qui est intervenue pour les escorter. Oui, 3 appareils ont été envoyés en urgence et pas des moindres, un Mirage, un Rafale et un hélicoptère. Écoutez les précisions de Lise Cloy, Sonia Boujama et Henri-Paul Amar avec le témoignage de l'un des pilotes. Au milieu sur la photo, les 2 pilotes sains et saufs après s'être perdus dans les nuages. Hier vers midi, 2 avions de tourisme comme celui-ci décollent de Pontarlier dans le Doubs, direction Reims. Mais arrivés aux 2 tiers du trajet, les 2 pilotes seuls à bord se perdent, pris de court par un brouillard épais et se retrouvent alors au nord de Paris. Ils alertent la tour de contrôle. Aussitôt, un Rafale et un Mirage décollent, assistés par un hélicoptère de l'armée de l'air. Après 1 heure d'intervention, les 2 avions sont ramenés à l'aéroport de Beauvais, sans accroc, escortés par un Rafale, comme sur ces images d'archives. Comment ces 2 pilotes se sont-ils égarés? Ils n'étaient pas formés au vol aux instruments, c'est-à-dire incapables de piloter à l'aveugle, en se fiant uniquement aux données du tableau de bord. Vous imaginez que vous êtes dans du coton et que vous ne voyez pas le sol et vous ne voyez pas le ciel. Donc forcément, la seule référence qu'ils vont avoir, ce sont les instruments en qui il faut faire totale confiance. Et si on fait totale confiance, eh bien, on peut se sauver et revenir dans des conditions bonnes. Les 2 pilotes avaient appris le vol aux instruments, une formation de 2 heures obligatoire pour passer le brevet, mais il faut une qualification supplémentaire pour être vraiment capable de voler dans les nuages. L'armée possède des avions prêts à décoller 24 heures sur 24 pour aider n'importe quel appareil en détresse. Un Rafale peut décoller en moins de 15 minutes, selon l'un des pilotes intervenus hier. Il a fallu être assez réactif dans la mesure où les appareils avaient une autonomie en vol relativement restreinte. On parle de 45 minutes pour le premier appareil. L'année dernière, l'armée de l'air est intervenue près de 900 fois pour secourir un avion.
soit une moyenne de 75 missions par mois. Concernant les prix des carburants, ils augmentent à nouveau à la pompe au plus haut depuis l'été dernier. Sauf qu'à l'époque, on se souvient que plusieurs grandes enseignes organisaient des ventes à prix coûtant. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus désormais? À Marseille, Tristan Vartagnan, Sylvain Fargeot et Antoine de Pressigou. Cela ne vous a pas échappé. À la station-service, les prix des carburants ont augmenté. Elle est plus chère qu'il y a 15 jours. Et vous les comprenez, ces hausses régulières? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on profite de nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'essaye d'économiser au maximum. Je fais le moins de plein possible. Je mets par 20, 30 euros. Mais je fais attention. Quand j'ai plus d'essence, je vais prendre le métro et je descends en ville en bus. Voilà. Depuis un mois, les prix sont repartis à la hausse. Comptez 4 centimes de plus pour le diesel et 5 centimes pour le samplon 95. En cause notamment les tensions au Proche-Orient, mais aussi de nouvelles sanctions américaines contre le pétrole russe. Une augmentation des prix certes, mais vous l'avez peut-être remarqué, depuis Noël, les promotions à la pompe et les tarifs au prix coûtant ont totalement disparu. Il n'y a plus de réduction. Oui, il faut des week-ends moins chers. Ça arrange personne, il me semble. C'était important pour vous, les promotions? Bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va me gagner un peu d'essence en plus. Même si en ville, il y avait quelqu'un qui faisait l'essence, 1,65 par exemple, et vous croyez que je vais descendre à Marseille pour l'acheter à 1,65, ça va me coûter plus cher. L'essence pour y aller, c'est des conneries ça. Ces promotions ont surtout pour but d'attirer des clients à des moments stratégiques de l'année pour les supermarchés. Le carburant, c'est clairement un produit d'appel pour les supermarchés toute l'année, mais en plus, pour les périodes de petites vacances ou grandes vacances, c'est un coup de pouce pour les familles qui vont venir aussi du coup dans les supermarchés faire leurs courses éventuellement pour les vacances. Ces hausses vont-elles continuer dans les prochains mois? Il est encore trop tôt pour le dire. À Mâcon, avec 50 CRS envoyés en renfort, la nuit dernière a été plus calme que la précédente. Pas de nouvelles violences urbaines. Mais pour les bâtiments publics qui ont été dégradés, qui va payer les dégâts? La ville a fait savoir ce matin qu'elle n'a pas les moyens de payer la franchise des assurances. Sur place, Octavie Couchard et Sylvain Tizy. Ce matin, dans le quartier des Saugeraies à Mâcon, l'heure est au bilan. Les dégâts sont estimés à 1 million d'euros, mais problème... C'est le genre de bâtiment qui n'est de fait plus assuré parce qu'on a une franchise qui est à 2 millions d'euros sur ce bâtiment. Donc pour ce genre de travaux, on n'est pas assuré. Une franchise à 2 millions qu'il faut débourser pour chaque bâtiment dégradé. Impossible donc pour la municipalité d'envisager des travaux. C'est évidemment quelque chose qu'on a en tête qui peut empêcher le maire et toute son équipe municipale de dormir la nuit. Mais malheureusement, factuellement, on n'a pas d'autre choix. Plusieurs bâtiments et véhicules ont été incendiés ce week-end. Des dégradations volontaires qui rappellent celles commises lors des émeutes de juillet 2023. C'est depuis cette date que la mairie de Mâcon a vu le prix de son contrat d'assurance s'envoler. 480 000 euros contre 70 000 il y a un an. Il est évident que la commune de Mâcon, qui est la commune la plus pauvre de la région Bourgogne, n'a pas les moyens financiers de procéder au financement des travaux de réhabilitation des bâtiments qui sont à l'heure actuelle complètement détruits. Ce matin, le maire se dit dans l'impasse pour réparer les dégradations. Il en appelle à l'État. Je compte bien qu'il y aura une subvention exceptionnelle du ministère de l'Intérieur, parce que je rappellerai que la sécurité dépend de l'État. Donc si j'ai eu des incidences, parce que, entre guillemets, l'État n'a pas pu rétablir l'ordre. L'ordre, justement, est revenu dans le quartier. Mais pour les habitants, c'est l'incompréhension. Comment la collectivité peut-elle ne pas être en mesure d'assurer ces bâtiments ? Mais ça me met en colère que c'est nous qui allons payer, et en plus ça me met en colère qu'on n'arrive pas à arrêter ce phénomène. C'est bizarre, parce que normalement, justement, les collectivités, elles doivent être en mesure de pouvoir assurer les locaux sans problème. Ça va peut-être augmenter nos impôts, et puis, comme d'habitude, ça va être encore nous qui allons payer. Une réunion en préfecture doit se tenir dans l'après-midi pour maintenir ou non la présence policière dans le quartier. Une personne de 19 ans a été interpellée cette nuit. Elle est toujours en garde à vue.
Au Proche-Orient, on en sait plus sur l'état de santé des 3 otages israéliennes qui ont retrouvé leur famille hier après-midi après 471 jours de captivité. Et en échange, 90 prisonniers palestiniens ont été libérés dans le nord de la bande de Gaza. Des milliers de déplacés essaient, eux, de rentrer chez eux au milieu des ruines. Jeanne Cancard, Florence de Juvigny et Frédéric Mignard. Elles espéraient ce moment depuis des mois. Dès leur arrivée à l'hôpital, les 3 ex-otages craquent. Leurs familles sont là. Chacune à leur tour, elles serrent dans leurs bras leurs proches. Pour la première fois, après 471 jours de captivité. Romy Gonen, 24 ans, Émilie Damari, 28 ans, et Doron Steinberer, 31 ans, ont été libérées hier soir. Elles ont passé leur première nuit dans cet hôpital près de Tel Aviv. Leur état de santé est stable. Ici, tout a été anticipé. C'est ce que constate notre envoyé spécial. Les 3 otages sont juste ici en train de passer des examens pour déceler d'éventuelles maladies infectieuses. Elles sont encadrées par une équipe médicale entraînée, des exercices de simulation avec des comédiens pour être sûr d'avoir le bon geste, le bon mot. Ils ne leur poseront aucune question. En échange de la libération de ces 3 jeunes Israéliennes, 90 détenus palestiniens libérés. Cette nuit, scène de liesse en Cisjordanie autour de ce bus. La foule acclame les prisonniers libres. Uniquement des jeunes hommes et des femmes. J'étais en prison depuis 5 mois. La situation est difficile depuis la guerre. C'était déjà compliqué avant, mais maintenant c'est pire. À Gaza, le silence. Plus de bombardements. Les habitants découvrent leur quartier dévasté. De nombreux déplacés prennent la route du Nord pour voir ce qu'il reste de leur maison. Cet homme ne reconnaît rien. Tout ce que je vois, c'est la dévastation et la ruine. Je ne vois pas ma maison, je ne vois que la destruction. Les camions de secours continuent d'arriver à Gaza. Ici, des habitants courent après, dans l'espoir d'attraper quelques provisions. À Washington, l'image décalée de Donald Trump qui danse derrière les Village People. C'était hier soir pour son dernier meeting de victoire. Lui qui sera investi 47e président des États-Unis dans moins de 5 heures et qui arrive, on va le voir, avec une équipe controversée. Dans les rues, ses fans sont déjà là, comme nous le montrent Justine Jankowski et Alexandra Poupon. Trump est de retour! Malgré le froid, c'est l'effervescence dans les rues de la capitale. Tout est à 25 $. Les vendeurs de souvenirs font le plein. Ma meilleure vente, ce sont nos casquettes rouges. Rendons sa grandeur à l'Amérique. Tout le monde se l'arrache. Moins 10 degrés ressentis, alors Donald Trump prêtera serment à l'intérieur du Capitole. Ses partisans aussi resteront au chaud, juste à côté. Vous le voyez, les forces de l'ordre bouclent la zone tout autour du stade qui se trouve juste derrière moi, le stade où se rassemblent les milliers de supporters, de partisans de Donald Trump venus assister à son investiture d'ici quelques heures. Impatients de voir le retour de leur héros. On a hâte. Prête pour le changement. Aujourd'hui, Donald Trump semble séduire au-delà des frontières. Historique. Parfait. Qui a quand même une certaine prestance, quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Il était arrivé au pouvoir comme une surprise en 2017. Cette fois-ci, Donald Trump revient comme un bulldozer, avec une équipe déjà constituée, de profils controversés. Le multimilliardaire Elon Musk, patron de SpaceX et Tesla, en charge de réduire les dépenses publiques. Rendons sa grandeur à l'Amérique. Un ancien présentateur de la chaîne Fox News, nommé au ministère de la Défense, qui fait la publicité pour des armes à feu. Regardez, une nouvelle gamme de munitions pour AK-47. Avec une douzaine de milliardaires, le cabinet de Donald Trump sera le plus riche de l'histoire du pays.
prêt à appliquer un programme choc. Dès aujourd'hui, il entend signer plus d'une centaine de décrets. Mais une fois au pouvoir, tiendra-t-il toutes ses promesses? Il a déjà admis que baisser l'inflation ne serait pas si simple. Et sur l'Ukraine? Avant même d'arriver dans le bureau ovale, je mettrai fin au conflit désastreux entre l'Ukraine et la Russie. Son équipe reconnaît aujourd'hui qu'il lui faudrait 3, voire 6 mois pour y parvenir. Plus près de nous, le gouvernement Bayrou doit lui boucler un budget et la ministre du Travail vient de remettre sur la table une idée qui fait beaucoup réagir. Travailler 7 heures de plus par an gratuitement. Selon elle, cela permettrait de rapporter 2 milliards d'euros. Êtes-vous partant? Noé Gandillot, Lucie Glasson et Céline Olive vous ont posé la question ce matin à Clermont-Ferrand. Travailler plus sans gagner plus. Présentée comme cela, la nouvelle proposition du gouvernement ne réjouit pas franchement les travailleurs, à l'image de Pierre, jardinier à Clermont-Ferrand. Il faut que tout le monde contribue, et pas que la classe moyenne. C'est toujours les mêmes qui doivent travailler plus. 7 heures de plus travaillées par an, soit 35 minutes par mois ou 8 minutes par semaine. Selon le gouvernement, l'effort pourrait rapporter 2 milliards d'euros par an dans les caisses de la sécurité sociale. Plus particulièrement, cela permettrait de financer nos maisons de retraite. Venez-moi. Et je vous emmène où? Ça me paraît assez logique, hein. C'est ce qu'on doit à nos aînés. Malheureusement ou heureusement, la population vieillit de plus en plus et que s'il y a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites et puis pour payer bien le quotidien de celles et ceux de nos anciens, il va falloir quand même trouver une solution. Et comme les caisses de l'État sont un petit peu vides, 7 heures de plus, oui, ça ne rend pas beaucoup. C'est une bonne idée, je trouve. C'est une bonne idée. Les idées de solidarité comme ça, c'est une bonne idée. Une idée déjà mise en place il y a 20 ans, après la canicule de 2003. Le gouvernement de l'époque avait demandé aux actifs de travailler le lundi de Pentecôte pour financer la prise en charge des personnes âgées. Notre système de financement des maisons de retraite est structurellement déficitaire. En 2023, 2 EHPAD sur 3 perdaient de l'argent. Pour les financer, un rapport du Sénat proposait déjà l'an dernier de supprimer un jour férié. Mais la proposition avait provoqué une levée de boucliers à gauche et la mesure avait été abandonnée. Allez, direction Nîmes, à présent, cette ville qui devient une référence en matière de lutte contre les inondations. Il faut dire qu'elle en a connu des meurtrières en 1988 et depuis, elle s'est lancée dans des travaux considérables. Des bassins géants et des tunnels notamment sont creusés sous terre pour rediriger l'eau qui viendrait à déferler. Lisa Ducazo et Lucas Garcia. Alors on est sur le site du bassin des Anticailles. C'est un chantier titanesque. Après 15 ans de travaux, cette carrière de 6 hectares va devenir le plus grand bassin de rétention d'eau de la ville. Un rempart contre les inondations. Sur la ville de Nîmes, il y a 19 bassins de rétention qui totalisent une capacité de 1 million de mètres cubes d'eau. Et ce bassin carrière à lui tout seul représentera 1 800 000 mètres cubes d'eau. L'équivalent de 720 piscines olympiques. La ville de Nîmes emploie les grands moyens car elle reste traumatisée. Du jamais vu à Nîmes, il a plu autant en 3 heures ce matin que pendant un mois d'octobre normal. Le 3 octobre 1988, des pluies torrentielles ravagent la capitale gardoise. 9 personnes perdent la vie. L'eau atteint par endroits plus de 3 mètres de hauteur. Les autorités annoncent que la décrue a commencé. Mais ça, c'est devant chez moi. Ça, c'est ma maison. C'est là où j'habitais, où j'habite encore d'ailleurs. Daniel Cazès avait 35 ans ce jour-là. Il n'y avait plus de portes, plus de fenêtres, parce que tout avait été démoli par les voitures. Dans les rues, des témoins rappellent aujourd'hui la violence de cette crue. Ah mais moi, je serais morte. Si j'avais été là, j'étais morte. C'est pour ça que je suis montée au premier étage dans la maison. Les raisons de ce désastre, des précipitations exceptionnelles et ces immenses fossés, des cadereaux. Donc ici, nous sommes dans le cadereau d'Uzès. Prévus pour canaliser l'eau de pluie, ils étaient sous-dimensionnés à l'époque. Et donc ici, on a un ouvrage qui a une capacité très limitée, de l'ordre de 2 à 3 mètres cubes par seconde. En 1988, on a plus de 200 mètres cubes seconde qui sont présentés ici. Et donc évidemment, une fois que ça passe plus dessous, c'est venu submerger l'ensemble de la ville. Depuis, la ville multiplie les travaux pour les agrandir, les élargir. À la manière du métro de Paris ou du tunnel sous la Manche,
Cette machine, un tunnelier, avance de 15 mètres chaque jour sous les pieds des Nîmois. Donc là, on est au cœur du Cadoro, en fait, c'est là où les eaux vont venir s'écouler. Et donc là, on va être dans une multiplication par 10 de ces capacités d'écoulement. Et donc à terme, c'est là où les eaux de crue vont venir s'évacuer dans ce tunnel de 3,30 m de diamètre. Des investissements colossaux. Mais le président de la métropole reste lucide. On va protéger la ville et l'agglomération pour une crue centenaire, mais malgré les sommes, 400 millions d'euros, eh bien sur une crue millénaire de type de 3 octobre 88, ça ne suffira pas. À Nîmes, les habitants ont donc appris à vivre avec le risque d'inondation. Plus de la moitié d'entre eux vit en zone inondable. Ça, c'est l'entrée. Hop, qui va se mettre là-bas. Pour se protéger, Gilles a investi dans 5 bâtards d'eau gonflables. Il s'adapte à la taille des ouvertures de sa maison. Il y a des alertes orange où on voit que déjà voilà, ça commence à tomber un petit peu. On les positionne et on est tranquille. Et voilà, on dort un peu mieux, quoi. Ces équipements sont entièrement pris en charge par la ville. Près de 500 foyers en ont aujourd'hui bénéficié. Avez-vous repéré ces offres spéciales qui vous proposent aujourd'hui de sortir du Blue Monday? Des marques, en effet, jouent sur cette idée que ce lundi serait la journée la plus déprimante de l'année. Je dis bien serait, car il n'y a rien de scientifique à cela. Alors s'agit-il d'une vaste opération commerciale ou bien de vraies bonnes promotions à saisir? Réponse avec Eva Huin et Bruno Poiseuil. Un ciel gris, bas, des températures très froides un peu partout. Les vacances et les fêtes sont déjà loin. Disons qu'en ce moment, pour le moral, ce n'est pas le top. De lundi, en fait, c'est comme d'hab. On n'est pas tous contents de rentrer de week-end, non? C'est pour tout le monde pareil. Saviez-vous que ce lundi est censé être le jour le plus déprimant de l'année? Autrement dit, le Blue Monday. Le jour de mon anniversaire. Ah, je vais l'apprendre. Sous prétexte de vouloir vous remonter le moral, certaines marques en profitent pour vous proposer une panoplie d'offres. Pour le Blue Monday, cette chaîne hôtelière vous propose moins 20% pour un séjour à Casablanca. Des agences de voyage surfent aussi sur cette journée. Cette enseigne de fast-food vous propose des réductions sur ses menus. Cette marque de cosmétiques, des petits prix sur ses produits. Une stratégie qui n'échappe pas aux consommateurs. Les marques, bien sûr, elles vont sauter dessus pour pouvoir vendre. Ce Blue Monday est-il vraiment le jour le plus triste de l'année? Pas du tout déprimé, non, ça va. En réalité, jamais aucune étude scientifique n'a prouvé que ce 3e lundi de janvier était déprimant. C'est une opération 100% marketing, créée en 2005 par une agence de voyage britannique pour vendre des séjours au soleil. Et depuis, tous les ans, certaines marques en profitent. En fait, on va créer un moment émotionnel et créer un lien avec son public, son audience. Ça peut être aussi un moment pour passer un message. Il y a pas mal de marques qui en profitent pour parler de la santé mentale à ce moment-là, parce que ça s'y prête. Ne misez pas forcément sur ces opérations commerciales. Le meilleur des conseils pour payer vos prochaines vacances au prix le plus bas reste de réserver le plus tôt possible. J'attire maintenant votre attention sur cette ville, parce que cela ne se voit pas forcément, mais elle réussit une prouesse depuis 10 ans. Faire baisser la taxe foncière, cet impôt qui, globalement, pour tout le monde, va continuer d'augmenter en 2025. Comment s'y prend-elle? D'autres communes pourraient-elles s'en inspirer? Nous partons à Basse-Goulaine, en Loire-Atlantique, avec Nicolas Est, Fanny Bourdillon et Renan Hellec. Lorsque ce couple consulte son avis d'imposition, il a le sourire. Chaque année, il économise en moyenne 70 € sur sa taxe foncière, une taxe qui baisse régulièrement. Alors là, on a moins 1,11%, l'année qui a suivi, moins 2,89%, et l'année d'après, moins 2,81%. Depuis 10 ans, leur commune a décidé de réduire cet impôt. Un plus pour Geneviève et Dominique. Ça nous fait plus d'argent, enfin, voilà. Puis pour toute la commune, pour tous les gens de Basse-Goulaine. Je pense qu'on est privilégiés. On entend plus parler d'augmentation que de baisse. Chaque année, la taxe d'habitation de cette commune de 10 000 habitants rapporte 7 millions d'euros, soit la moitié de son budget. Comment fait-elle pour baisser sa fiscalité? Réponse de Monsieur le maire. Bon, il n'y a pas de recette magique.
C'est du travail à long terme, surtout sur les dépenses de fonctionnement, que l'on peut agir principalement. Et donc on a eu à réhabiliter des bâtiments pour faire des économies d'énergie. En 2025, une baisse de 3% est annoncée. Une nouvelle bien accueillie dans le bourg. Elle va baisser? C'est une bonne chose déjà, tu vois. Une bonne gestion de la commune, sans augmenter les impôts, donc c'est parfait. Un coup de pouce aussi pour les magasins. Ce commerçant a ouvert il y a un an. Comme ça me fait un petit peu moins de charges à payer. Comme je viens de m'installer, j'ai mon crédit à rembourser, des choses comme ça, et ça me permet d'être un peu plus confiant, quoi. Même si la ville devra renoncer à 150 000 € de taxes cette année, elle continue d'investir. Elle a entre autres construit ce nouveau gymnase pour plus de 3 millions d'euros. La particularité, c'est qu'on a 9 terrains de badminton, on a un mur d'escalade également. La ville a entièrement financé le projet grâce à ses économies. On est au service de la population et il ne faut pas oublier, on gère l'argent qui ne nous appartient pas. C'est de l'argent qui appartient aux concitoyens, donc il faut être vigilant par rapport à cela. Depuis 2007, la ville de Basse-Goulaine n'a plus recours à l'emprunt. Et de la ville à la campagne pour faire le point sur ces robots de plus en plus nombreux dans les fermes. Aujourd'hui, il y en a plus de 18 000, dont 14 000 rien que pour la traite. Voyons précisément pourquoi des éleveurs se laissent convaincre pour leurs vaches et aussi, dans un deuxième temps, pour leurs chevaux. Nous partons en Ille-et-Vilaine avec Kevin Guignou et Kylian Moreau. L'image a de quoi faire sourire, mais ici, les vaches n'ont pas besoin de leur éleveur. Terminer les heures en salle de traite, quand elles veulent donner leur lait, elles n'ont qu'à se présenter à ce robot qui fonctionne 24 heures sur 24. Ça permet aux vaches d'être pas contraintes dans leur activité de la journée. Elles peuvent aller au pâturage pour celles qui vont au pâturage, elles peuvent dormir pour celles qui veulent se coucher, manger et le reste du temps aller au robot, faire une circulation libre dans le bâtiment. Depuis qu'elles se gèrent, les vaches sont plus productives. En moyenne, elles produisent chacune 10 kg de lait en plus par jour. Une bonne surprise pour l'éleveur, car l'achat des deux robots lui a coûté 230 000 €, un investissement qu'il ne regrette pas. L'intérêt d'avoir mis des robots, c'est principalement diminuer le travail physique, voilà, d'améliorer le bien-être des animaux, et puis aussi au niveau production, santé, c'est mieux qu'avant, quoi. Dans ses écuries aussi, Julie a fait le choix de l'autonomie pour ses animaux. Donc là, Foxy, il vient de boire. Il va faire son petit tour dans la chambre. Sur cet espace aménagé de 4000 m², une trentaine de chevaux vit en communauté et se déplace librement, bien loin des box habituels. Le cheval, il a besoin de marcher, il a besoin de se déplacer, il a besoin de copains. En fait, là, ils vivent leur vie de cheval. Nous, on est là, finalement, on contrôle tout, mais ils ne le savent pas. C'est le principe de l'écurie active. Les chevaux, reconnus quand ils passent ces automates, sont orientés suivant les consignes de Julie, de manière à maintenir une bonne entente dans le troupeau. L'avantage de l'écurie active, c'est qu'on peut gérer en fait les affinités autour du râtelier. Et donc justement, le plus faible, en fait, qui va se retrouver dans un champ, il va maigrir et tout ça, et bien là, le plus faible, il va avoir le droit de vivre sa vie aussi bien que les autres, quoi. C'est la meilleure recette, ouais. Franchement, nous, on ne reviendrait jamais en arrière. Puis même d'être avec eux au milieu, de passer plus de temps là, qu'à nettoyer des box, par exemple. C'est quand même vachement mieux, quoi. Un bon moyen de concilier le bien-être au travail des éleveurs et celui des animaux. Le 13h à vos côtés. Bonjour Valentin Després. Bonjour Marie-Sophie. Aujourd'hui, Sunita nous pose cette question depuis les Yvelines. Bonjour. Le voisin, il gare son camping-car pendant toute l'année derrière notre maison. Il nous obstrue la fenêtre de la salle de bain. Et en plus, il est garé à 25 cm de notre maison. Donc, nous, on aimerait bien savoir, est-ce qu'il a le droit et que dit la loi, s'il vous plaît. Merci. On la sent en colère, hein, Sunita. Une question sur un problème de voisinage. Valentin, la question est donc très simple. Est-ce qu'un voisin a le droit de se garer pile devant nos fenêtres? Alors, pour répondre, il faut bien comprendre quand même de quoi on parle. Regardez les photos que Sunita m'a envoyées. On voit sa maison ici à gauche, son voisin est à droite. Et sur le mur, en limite de propriété, Sunita a une fenêtre en haut et une en bas qui est masquée, vous le voyez, par le camping-car du voisin. La lumière du jour ne passe plus. Il faut donc s'intéresser
aux règles concernant ce type de fenêtre et aux règles concernant le stationnement des camping-cars. Bon, alors on va commencer par les fenêtres. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir de particulier? Eh bien, c'est ce qu'on appelle ici des jours de souffrance. On les reconnaît parce qu'en général, elles sont plutôt petites, elles ne s'ouvrent pas, elles sont translucides, c'est-à-dire qu'elles laissent passer la lumière, mais on ne peut pas voir au travers, hein, logique, puisqu'ici, elles donnent directement chez le voisin. Oui. L'avantage, c'est que si le mur vous appartient, pas besoin d'autorisation particulière pour les construire. En revanche, il y a des règles très strictes à respecter. Elles doivent être placées, regardez, à plus de 2,60 m du plancher au rez-de-chaussée et à plus d'1,90 m du plancher dans les étages. Effectivement, c'est très très précis. Mais alors, est-ce que le voisin, lui, a le droit de se garer devant? Eh bien oui, parce que contrairement à une fenêtre classique, ces jours de souffrance ne vous créent pas une servitude de vue. Le voisin a tout à fait le droit d'obstruer cette fenêtre par une construction, par de la végétation ou son véhicule garé devant chez lui. La seule exception, c'est si le voisin rebouge carrément la fenêtre et là vous coupe toute la lumière. Là, certains juges considèrent que c'est un trouble anormal de voisinage. Bon, alors ça, c'était pour les fenêtres. Et quant au camping-car maintenant, est-ce que le voisin peut le laisser garer là indéfiniment? Alors là aussi, attention, c'est subtil. Déjà, si les roues sont retirées et que le camping-car ou la caravane ne bouge plus pendant l'année, la loi considère que c'est une construction, dans ce cas, autorisation obligatoire de la mairie. En revanche, si les roues sont toujours là, comme le voisin de Sunita, on continue dans la subtilité. Là, il faut distinguer camping-car et caravane. Ça devient très 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 pointilleux. Expliquez-nous. C'est-à-dire que pour les caravanes, il y a une règle. Si elles restent plus de 3 mois par an immobilisées sur un terrain privé, autorisation de la mairie obligatoire. En revanche, pour les camping-cars, pas d'autorisation nécessaire d'après la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes que j'ai eu au téléphone, puisque c'est considéré comme une voiture. Pour Sunita, la seule solution est donc de négocier avec son voisin. Il peut peut-être déplacer légèrement le véhicule ou bien le changer de place. Oui. Et puis sinon, on passe par un conciliateur de justice. Dans ces cas-là, c'est gratuit. Ça permet souvent de trouver une issue à l'amiable. Eh ben, merci beaucoup Valentin, il fallait prendre des notes aujourd'hui. Oh, que de détails. On va poursuivre avec ces très très belles images. Quand les flamants roses se donnent en spectacle et se mettent à danser, à parader pour séduire leurs partenaires. Il paraît qu'ils ont plus de 130 combinaisons de postures différentes. Lisa Ducaso et Lucas Garcia avec Aurélie Herrel nous font profiter du début de leur saison des amours en Camargue. Attention, moment magique. En plein vol et sur la piste de danse. Au beau milieu des flamants roses, où chacun essaye d'être le plus sexy possible. Les promeneurs sont les premiers à succomber. C'est la façon qu'ils ont de bouger. Regardez, on dirait qu'ils dansent, de la façon, ils sont légers, on dirait des danseurs. Ils sont d'une beauté exceptionnelle, ce rose avec ces couleurs orangées, là, quand ils déploient leurs ailes, c'est absolument magnifique. La parade des flamands, c'est comment? C'est pas mal, c'est super. Je dis ce que je disais tout à l'heure, on n'en fait pas autant, nous. Hein. C'est magnifique. Attirer l'attention du flamand repéré à tout prix, d'abord par les cris, puis en exhibant ses plus belles couleurs. Cou dressé, tête qui tourne, ailes déployées, révérence, pour draguer, une combinaison de 136 postures. Je vois que là-bas, il y a un groupe de flamands qui paradent. On va essayer de se positionner là-bas. Un spectacle que Cécile ne se lasse pas de photographier. Ah, ça y est, il y en a un qui a ouvert les ailes. 2, 3, voilà, ça suit. 4. C'est ce genre de photo qui est intéressante parce que c'est un mouvement typique de la parade. Quand on zoome, là, on voit vraiment la couleur très rose avec le noir. C'est la période où ils sont le plus colorés, le plus actifs, où on les voit très nombreux ensemble. Ils sont plus photogéniques en hiver. Leur mue tout juste terminée, les flamands arborent un nouveau plumage pour séduire. La période est déterminante pour la reproduction de l'espèce. Ils sont tellement focus sur leur parade qu'en fait, on les a à 4-5 mètres, c'est dingue. Chez ces oiseaux, la parité est totale. Mâles et femelles paradent, même les plus âgés. Un oiseau de 40-47 ans, il ne va pas parader de la même manière qu'un oiseau qui a 10-12 ans. Donc les mouvements ne sont pas du tout les mêmes. Il y a beaucoup moins de mouvements dans la chorégraphie. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont appris à être plus efficaces rapidement ou est-ce que c'est parce qu'ils ont de l'arthrose? On ne sait pas trop.
En dansant ensemble, les couples vont se former. Les Flamands resteront fidèles jusqu'à la naissance du poussin, avant de chercher une nouvelle conquête, l'hiver prochain. Et si on allait maintenant prendre un petit café sur le zinc, comme on dit, cet endroit qui fait partie de notre culture à la française, les comptoirs de nos bistrots. Mais où sont-ils fabriqués et avec quelle matière? Parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout en zinc. On va découvrir plein de détails surprenants en remontant notamment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À Lyon, Florian Chevalet et Éric Nappi. C'est autour de lui que l'on trinque. On y pose un verre vide, la main ou un café. Et puis on aime tellement s'y accouder. C'est comme ça qu'on aime être au comptoir. Pour moi, un comptoir de bar, c'est pour pouvoir s'accouder, passer des bons moments, tranquille entre copains. C'est un peu plus convivial que d'être à table. Puis on peut parler au serveur, on a beaucoup plus d'échanges. Le comptoir de bar reste un indispensable de ces moments partagés. Et ce n'est pas cette entreprise lyonnaise qui vous dira le contraire. Spécialisée dans leur fabrication depuis 1947. Ici, on met du cœur à l'ouvrage. Il y aura toute une histoire autour, des gens qui vont venir boire leur café, leur verre de bière, parler, discuter, rire. Ici, on fabrique quelque chose qui durera plus longtemps que nous. Souvent appelé zinc, le bar n'a en fait rien à voir avec ce métal, puisqu'en réalité, il est fabriqué en étain. Je mets de l'étain dans un four en quelque sorte, hein, et donc l'étain va fondre. C'est de la pâtisserie en fait, hein, pratiquement. L'étain refroidi est ensuite aplati, puis vient envelopper une base en bois. Alors là, on recouvre le bar de la feuille d'étain. L'étain, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une matière qui est justement, comme on disait, maniable, donc on peut un peu le travailler comme on veut. C'est une matière qui se travaille bien. Une matière qui se travaille bien, mais subsiste tout de même une question. Pourquoi parle-t-on d'un zinc? La réponse date de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, les Allemands avaient besoin d'étain, indispensable pour la construction de leurs obus. Et comme nous, les comptoirs étaient en étain en France, quand ils sont arrivés à Paris et dans les autres régions, en allemand, étain, ça se dit Zinn. Donc ils ont dit, où est votre Zinn, où est votre Zinn? Et ils ont récupéré tous les dessus de comptoirs en étain. Heureusement, certains ont été cachés dans les caves. Après la Libération, le mot zinc est resté, comme la tradition très française de se retrouver au bar. Se détend dans la chaleur bienveillante du bistrot. Plusieurs décennies plus tard, les demandes de comptoir affluent. Donc là, il y a les barres en bois qu'il faut finir. Après 7 ponçages différents, chacun est façonné pendant des heures, personnalisé à la demande du client. Des motifs sont rajoutés. Là, on a du coup les têtes de bœuf, la tête de sanglier, ça c'est des branches d'olivier. Comptez, 1 à plusieurs semaines de travail, en fonction de la taille du bar et de l'expérience de l'ouvrier. Celui-ci, à 6 000 €, partira dans une pizzeria marseillaise, quand d'autres sont installés depuis plus d'une décennie et font encore l'admiration de leur propriétaire. On a l'impression qu'il a toujours été là en fait, alors que ce comptoir il a 13 ans simplement. Typiquement derrière, là, au niveau de la caisse, on a tendance à se frotter un peu. Et en fait, quand on passe derrière ici, c'est un vrai miroir, on se voit au travers. Alors que là, pas du tout, il est mat. C'est vachement intéressant parce qu'en fait, c'est une matière vivante. Et puis les zincs, ça glisse, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et sympa le clin d'œil au tonton flingueur. Venons-en à ce monument dans l'actualité, la Maison-Blanche aux États-Unis, que va retrouver Donald Trump. Mais saviez-vous que nous en avons aussi en France, oui, des maisons blanches qui ont sans doute inspiré celle qui est devenue la plus célèbre de toutes, la mythique demeure des présidents américains. Regardez, c'est assez bluffant. Reportage de Suzanne Prez et Lucas Lassalle. Cette façade, tout le monde la connaît. Mais vous pensez peut-être l'avoir aperçue en France. Ici ou là, vous ne voyez pas double ni triple. Et si nous étions à l'origine de la Maison Blanche? Bienvenue à la Maison Blanche de Périgord. À Paris, nous n'avons peut-être pas le bureau ovale, mais nous avons le salon de la Rotonde. C'est vous le locataire de la Maison Blanche? Oui. Menons l'enquête, direction les quais de Seine à Paris. Pour percer le mystère, il faut lui poser la question. À lui, à Thomas Jefferson, 3e président et père fondateur des États-Unis. Il a aussi contribué à la création de la Maison Blanche. Et s'il regarde le bâtiment d'en face, ce n'est pas pour rien. Habillé d'un dôme vert, le palais de la Légion d'honneur, classé monument historique.
Initialement, c'était un hôtel particulier construit à la fin du XVIIIe siècle par un prince allemand, le prince de Salm. Une rotonde, des colonnes. Ce n'est pas une évidence, mais c'est pourtant la même inspiration que la Maison Blanche. Et ce n'est pas un hasard. Thomas Jefferson va expliquer qu'il est tellement épris de ce lieu qu'il va passer presque quotidiennement pour le voir. Et il écrit « J'étais violemment épris de l'hôtel de Salm ». De sorte que, m'asseyant sur le parapet et me tordant le cou pour voir l'objet de mon admiration, j'en sortais généralement avec un torticolis. Aujourd'hui, il accueille la résidence du grand chancelier de la Légion d'honneur. À l'intérieur, tapisserie et dorure. Depuis toujours, le palais intrigue. Preuve en est, nous avons ici un petit guide de voyage qui date de 1793 et l'un des rares bâtiments reproduits est l'hôtel de Salm avec cette façade qui va plaire énormément. Ce ne sont pas les Parisiens qui diront le contraire. C'est beaucoup plus joli ici, beaucoup plus de gueule. On leur a donné Lafayette, on leur a donné tellement de choses qu'une statue de la liberté. Je trouve qu'il y a une certaine ressemblance. Moi, je viens des États-Unis et l'influence des Français est partout. Thomas Jefferson s'en est-il inspiré outre-Atlantique? Lui, qui était très investi dans la construction de la résidence présidentielle. Au cours de son séjour en France, il aurait récupéré des plans d'un château du Périgord. Il n'est pas blanc, mais aucun doute sur la ressemblance. C'est très comparable avec la Maison Blanche de Washington. Et toujours, ici en français, la question « qui est la copie de qui ?» Une certitude, aucun président dans le château de Rastignac, mais 5 copropriétaires dont cet Hollandais, Ronald et Parigan. Qui dit locataire de la Maison Blanche dit évidemment bureau ovale. Ici, la décoration est plus épurée. À l'étage, l'appartement de Francis. Bonjour. Lui en est convaincu. Il y a un lien avec Washington. Il a des preuves. Nous avons eu la visite de M. Sichan Siv, ambassadeur des États-Unis, suite au reportage sur Rastignac, ça a dû traverser l'Atlantique. Et en fin de compte, ça a interpellé les États-Unis. On a eu une visite quasiment officielle de la Maison-Blanche. Un itinéraire étonnant, dans les pas du président Jefferson. Plus loin, à Mérignac, son ombre plane encore sur cette maison carrée. L'architecte est aussi celui du consul américain. Coïncidence ? Son consul Fenwick avait comme architecte l'architecte auquel on attribue en fait cette œuvre-là. L'accès aux étages est plus rudimentaire qu'à Washington. Nous voilà sur le toit de la Maison Blanche, version Mérignac. On est dans la même approche de dire j'ouvre ma fenêtre de salon et j'ai cette vue très dégagée sur le paysage qui m'entoure. Voilà peut-être ce qui a séduit Thomas Jefferson. Lui ne nous en dira pas plus. À 6000 km de là, derrière ses 412 portes, la Maison Blanche garde le mystère et certainement quelques souvenirs de France dans ses pierres. Allez, un mot de la bourse de Paris. Elle est stable alors qu'il y a 7715 points. Sur LCI, Canal 26, journée spéciale consacrée à l'investiture de Donald Trump à Washington. Ce soir à 20h, le journal de Gilles Boulot. Tout de suite, c'est la météo d'Evelyne Delia. Puis votre feuilleton, Plus belle la vie, encore plus belle. Très bon après-midi à toutes et à tous. Et à demain, 13h.